Vous nous parlez d'hallux valgus. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une déformation de l'avant-pied qui est très fréquente, notamment chez la femme, et qui entraîne des désagréments qui nécessitent une chirurgie. Il n'y a aucun autre traitement de l'hallux valgus autre que la chirurgie qui puisse marcher, puisque la déformation est une déformation osseuse, une déformation ligamentaire, tendineuse, et tous les autres types de traitements, que ce soit médicaux, orthèses, kinésithérapie, peuvent soulager, mais ne peuvent pas réduire la déformation. Ce qui est nouveau en fait, c'est l'engouement pour la chirurgie percutanée qui s'est développé depuis les 20 dernières années et qui a montré son efficacité, mais également quelques morbidités et iatrogénicité, c'est-à-dire des effets secondaires parfois irréversibles de cette chirurgie si elle était utilisée en excès. Et en fait, le but de cet exposé aujourd'hui, c'était de parler d'une chirurgie qui avait à la fois les avantages de la chirurgie percutanée, c'est-à-dire moins agressive sur les tissus, donc mini-invasive, mais qui aurait aussi les avantages de la chirurgie traditionnelle, c'est-à-dire une fixation par un chevron, ce qui permet, je dirais, de tirer les profits de l'une et de l'autre technique, et de réserver, de cibler un peu plus ces indications, donc percutané pour les orteils latéraux, et mini-invasif pour le premier rayon. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'hallux valgus, en dehors du problème esthétique, puisque a priori ce sont des patients que l'on ne va pas opérer, l'hallux valgus, à partir du moment où il gêne, qu'on a ce fameux bunion qui devient invalidant dans la chaussure, il faut consulter un chirurgien, puisqu'à partir du moment où l'hallux valgus, donc la déformation du gros orteil débute, elle ne va que s'aggraver avec le temps et entraîner une conséquence sur le reste de l'avant-pied, et va nécessiter forcément à terme une chirurgie plus lourde. Donc nous, le message que l'on veut faire passer, c'est qu'il faut qu'on prenne en charge ces hallux valgus à un stade précoce pour pouvoir ne proposer aux patients qu'une chirurgie isolée du premier rayon qui donne un résultat très rapide au bout d'un mois, 2-3 mois de convalescence, alors que dès que l'hallux valgus retentit sur les orteils latéraux, 2e, 3e, 4e, 5e, on va avoir recours à des chirurgies pas forcément plus lourd, puisque c'est une chirurgie percutanée qui va prendre au chirurgien 5 à 10 minutes de plus, mais pour le patient peut-être 6 mois de plus en convalescence. Le message le plus important à faire passer, c'est de dire que la pathologie de l'épaule, c'est une pathologie dans laquelle on peut faire quelque chose. On ne doit pas se contenter de dire « vous avez mal à l'épaule, il n'y a pas grand-chose à faire, on va vous infiltrer, vous donner des antalgiques et c'est tout ce qu'il y a à faire ». Non, il y a des gestes chirurgicaux qui sont tout à fait possibles pour rendre service aux gens et les guérir en fait, de leur douleur et de leur manque de mobilité. Pourquoi vous avez l'impression que la plupart de vos confrères négligent un petit peu ce type de pathologie? Non, pas du tout. Mais il y a une génération plus ancienne de praticiens pour qui la pathologie de l'épaule, c'est une pathologie où la chirurgie n'est pas très efficiente. C'est plus vrai aujourd'hui. C'était certainement vrai dans les années 80-90. C'est plus vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, les progrès chirurgicaux ont été tels que dans la pathologie de l'épaule, on est devenu très très bon. Alors justement, que proposez-vous? Que souhaitez-vous que l'on retienne? Eh bien, on peut réparer les coiffes, ce qui permet de redonner de la mobilité aux gens. Et quand les coiffes ne sont pas réparables, on peut proposer aux gens la mise en place d'une prothèse qui, passé un certain âge, sont un très bon implant pour retrouver une bonne mobilité, une fonction de qualité. C'est un domaine dans lequel apparemment vous êtes très très optimiste et où la polyclinique visiblement est peut-être pas à l'avant-garde, mais très, très bien équipée, très bien outillée. On est très bien équipé, très bien outillé et on est à l'avant-garde et le prouvent tous les classements des différents magazines chaque année qui montrent qu'en pathologie de l'épaule, on est numéro, on va dire, dans les 3 premiers dans la région PACA et dans les 30 premiers en national. C'est une pathologie qui est fréquente. Nous, on en reçoit beaucoup aux urgences car il y a un service de néphrologie à proximité. Donc les patients qui sont suivis là-bas souvent viennent chez nous. Et pour moi, c'est important car il y a de plus en plus de patients qui sont atteints d'insuffisance rénale aiguë et la prévention notamment est importante. Donc c'est un message à faire passer aux médecins. Quoi de neuf finalement dans ce domaine? L'évolution des traitements, les dialyses, épuration extra-rénale avec nos amis les réanimateurs et les néphrologues. Voilà, donc on peut vraiment
La prendre en charge en amont, en aval, à prévenir et en cas de signe de gravité, vraiment la prendre en charge rapidement. Est-ce que le patient peut vous aider dans cette démarche, dans cette recherche? Pour les patients, il faut qu'ils soient suivis régulièrement et qu'ils fassent attention à toutes les pathologies qu'ils ont pour éviter, parce que toutes les pathologies elles peuvent être intriquées et entraîner un sens rénal. Donc il faut que les patients ils se suivent sur le plan biologique et sur le plan cardiaque, diabète, sur l'imagerie avec l'injection d'iode, qu'ils fassent attention, et sur tous les traitements qui sont à élimination rénale. Donc il faut qu'ils fassent attention, c'est tout un ensemble. Le premier message, c'est que le glaucome est une affection extrêmement fréquente, avec une prévalence suivant l'âge entre 2 et 4% de la population, donc très fréquente, et encore dans notre pays, diagnostiquée seulement moins d'une fois sur deux. Donc c'est une pathologie invalidante, cécitante, et qui très souvent, malgré l'évolution du dépistage, des possibilités de dépistage précoce, est souvent méconnue. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une affection qui est souvent qui est une affection chronique à vie, donc qui est souvent difficile à intégrer par le patient dans la lourdeur de son suivi et de son pronostic, et donc une affection pour laquelle le patient adhère mal au traitement. Donc c'est une affection qui est difficile à traiter dans la mesure où le patient lui-même se soigne mal, se soigne difficilement. Donc il y a un contexte psychologique majeur dans cette affection qui doit être traité en même temps que la maladie si on veut obtenir l'adhérence du patient et obtenir l'équilibration de cette maladie. Et vous voulez rappeler donc le rôle du médecin traitant dans cette pathologie? Alors, le rôle du médecin traitant, c'est à partir tout d'abord devant une doléance du patient de penser à cette pathologie et de l'orienter le plus rapidement possible, de le conseiller de consulter un ophtalmologiste. Et si le diagnostic est fait, une fois que le diagnostic est fait, c'est de le conforter dans le traitement, dans le suivi minutieux, dans l'équilibre très minutieux de l'affection. Je comparais un peu ça à un équilibre d'un diabétique qui se fait progressivement, petit à petit, et au jour le jour, de façon à préserver la vue. Donc c'est le rôle du médecin traitant, c'est de prendre en charge avec nous psychologiquement le patient et de l'accompagner tout au long de sa maladie.